Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 pour votre journal de l'Afrique et à la une de l'actualité de ce lundi. Le Maroc se dote enfin d'une nouvelle administration. 6 partis politiques au total et une surprise, la présence du Parti socialiste. Il aura fallu moins de 15 jours au numéro 2 du PJD pour former cette coalition. Bamako accueille en ce moment même une conférence sur l'entente nationale. Une semaine de débat autour de 3 axes, l'unité, la paix et la réconciliation. Le rendez-vous apparaît comme la dernière chance pour sauver l'accord d'Alger, mais les absents, vous le verrez, sont nombreux. Et puis l'impasse politique en République démocratique du Congo. Opposition et majorité n'ont toujours pas finalisé l'accord du 21 décembre. La conférence des évêques avait pourtant fixé aux 2 parties ce lundi comme date butoir. On en parle dans ce journal avec notre invité Carbone Béni. L'épilogue de 5 mois de blocage. Le Premier ministre marocain Saad Eddine Al-Othmani a enfin pu former son gouvernement. Le numéro 2 du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, s'entoure ainsi de 6 partis politiques différents, parmi lesquels l'Union socialiste des forces populaires, l'USFP. On vous retrouve depuis Casablanca, Sarah Doublier. Bonsoir Sarah. Le choix de l'USFP a été imposé par les libéraux du milliardaire Aziz Akhnouch, n'est-ce pas ? Mais on peut dire plutôt que c'est Saad Eddine El-Othmani, le nouveau Premier ministre, qui a fait le choix de finalement accepter que ce parti socialiste historique figure au sein de la coalition, contrairement à Abdelila Benkiran, son prédécesseur. L'Union socialiste des forces populaires n'a réalisé qu'un faible score aux dernières élections, en obtenant seulement 20 sièges au Parlement. Selon une source interne avec laquelle j'ai pu m'entretenir au sein du PJD, une certaine frustration règne au sein des militants après cette décision, qui était plus une décision symbolique que de principe de ne pas accepter cette formation, maintenue pendant des mois de tractation par Abdelila Benkiran. L'autre frustration réside également dans le fait que le parti de l'Istiklal, formation politique conservatrice, ne fasse pas partie de la coalition. Il était pourtant arrivé 2e aux dernières élections. Alors si l'Istiklal est considéré comme un allié naturel du PJD, le parti avait pourtant déjà claqué la porte du gouvernement Benkiran en 2015 et avait provoqué un vaste remaniement ministériel au profit du RNI, le Rassemblement national des indépendants. Ce parti libéral, dirigé, vous le disiez, par le puissant homme d'affaires Aziz Akhnouch, que l'on dit proche du roi, a su une fois de plus tirer son épingle du jeu dans ces tractations politiques, malgré ces renonciations qui ont un goût amer pour ceux qui estiment que Benkiran est le symbole de la victoire électorale du PJD à 2 reprises. Les militants islamistes marocains ce soir disciplinés restent muets et disent respecter les instances du parti et leurs décisions. Ils se rangent derrière Saad Eddine El-Othmani. Le nouveau gouvernement marocain devrait être annoncé dans les 10 jours. Un grand merci à vous Sarah pour toutes ces précisions. La réconciliation nationale est-elle possible au Mali ? Une conférence s'est ouverte en ce sens à Bamako ce lundi. Toute la nation malienne y a été conviée, politiques, militaires, représentants de la société civile ou encore groupes armés. L'événement doit surtout symboliser l'aboutissement du processus de paix initié à Alger il y a 2 ans. Mais beaucoup ont refusé d'y participer. Voyez ce reportage, il est signé Anthony Fouchard et Caterina Vitosi. La salle se remplit peu à peu, mais des chaises restent vides. Les ex-rebelles de la CMA et l'opposition politique ont décidé de boycotter la conférence d'entente nationale. Le président malien ne leur a fait aucun cadeau dans un discours très offensif. Que chacun en son âme et conscience, en permanence, se demande en quoi ces postures enrichissent la démocratie, en quoi les actes qu'il pose contribuent à l'essor de la nation malienne. Oui, je faillirais mon devoir si je ne déplorais pas ici, devant vous, certaines absences et les discours qui les justifient. La rencontre devait être à l'origine boycottée par tous les groupes armés signataires de l'accord, mais l'un d'eux a finalement fait machine arrière. Il y avait 2 points essentiels. Que la conférence d'entente nationale ne soit pas clôturée au bout de 7 jours d'une charte dite nationale. La deuxième condition, c'est qu'il y ait une continuité dans le processus. Il n'y aura pas de charte de réconciliation nationale adoptée à l'issue de ce rendez-vous, mais une liste de recommandations, pour l'instant sans la contribution des ex-rebelles et sans l'opposition politique. La conférence d'entente nationale qu'on lance aujourd'hui est un début d'un processus. On peut s'y joindre à tout moment
Et donc c'est très tôt pour moi pour parler d'un échec. J'estime que les autres acteurs vont également se joindre à ce processus. Le président malien a finalement laissé une porte ouverte. Il appelle toutes les parties à rejoindre la discussion dans les jours à venir. Simone Gbagbo, fixée sur son sort dès ce mardi. L'épouse de Laurent Gbagbo est soupçonnée d'avoir commandité des crimes pendant la crise post-électorale de 2010-2011 et dans le but de maintenir son mari au pouvoir. Depuis l'ouverture du procès en mai 2016, l'ancienne première dame n'a assisté qu'à quelques audiences et cela fait des mois qu'elle refuse de prendre place dans le box des accusés. La correspondance d'Anna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger depuis Abidjan. Bien loin d'une simple première dame, les avocats de la partie civile ont dressé le portrait d'une Simone Gbagbo, stratège militaire, véritable chef de guerre selon eux. Elle était membre d'une cellule de crise destinée à maintenir à tout prix son mari au pouvoir. C'était le calife à la place du calife, s'est exclamé l'un des avocats. Face aux accusations d'une instruction bâclée et peu convaincante, la partie civile reconnaît qu'il n'y a pas de preuves liant directement Simone Gbagbo à des crimes, mais pour les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, le rôle de l'ancienne première dame dans la répression lors de la crise post-électorale ne fait aucun doute. Écoutez. Quand on regarde le nombre de fois où elle a reçu le ministre de la Défense et le ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, quand on voit les documents, les comptes rendus qui étaient faits par certaines unités spéciales de la gendarmerie qui lui étaient adressés directement, au point d'aller jusqu'à visiter des usines d'armement, participer à l'achat des armes, bon, je pense que ça va au-delà du rôle d'une simple première dame. À plusieurs reprises pendant les audiences, Simone Gbagbo a nié tous les faits qui lui sont reprochés. « Je n'aime pas la guerre », a-t-elle juré, clamant son innocence. Mais ce lundi, elle n'était pas là. Comme depuis plusieurs mois, elle et ses avocats boycottent les audiences. C'est donc en son absence qu'aura lieu demain le réquisitoire du parquet. Le verdict sera ensuite attendu. Simone Gbagbo risque la prison à perpétuité. Focus ce soir sur l'impasse politique en République démocratique du Congo. Les négociations entre le pouvoir et l'opposition piétinent. Aucun accord n'a été trouvé. Les évêques qui dirigent la médiation avaient pourtant donné au pouvoir et à l'opposition jusqu'à ce lundi pour finaliser l'accord politique du 31 décembre dernier. Notre invité ce soir, c'est vous, Carbone Béni. Vous êtes l'une des figures du mouvement Filimbi. Merci d'avoir accepté l'invitation France 24. Alors, votre collectif milite pour l'alternance politique en République démocratique du Congo. Vous avez notamment lancé la campagne Bye Bye Kabila. Tout ça pour expliquer que cela vous a valu une détention. Vous avez été arrêté le 13 décembre dernier. Vous avez passé 29 jours en détention. Est-ce qu'on peut revenir sur cette arrestation et les conditions dans lesquelles vous avez été retenu? Merci. Notre mouvement milite d'abord pour le veille de conscience, faire en sorte que les jeunes participent massivement, n'est-ce pas, à la prise des décisions et qu'ils influencent aussi la démarche du pays en quelque sorte. L'année 2016, nous avions pour objectif effectivement l'alternance démocratique au pouvoir. Nous avions lancé la campagne Bye Bye Kabila. C'est ce qui a conduit effectivement à mon arrestation depuis le 13 décembre 2016 pour enfin être libéré les 11. Vous avez passé presque un mois en détention. Je suis resté un mois en détention. Où est-ce que vous avez été détenu? D'abord dans des conditions inhumaines au camp Tchatch, un camp militaire où vous avez la garde présidentielle, la garde républicaine. Et finalement, j'ai fini mes derniers jours aux locaux de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui est dirigée par M. Kalev. Chef du renseignement congolais. On sait, pour la situation politique dans le pays, on sait qu'il y a également le rassemblement de l'opposition qui est aussi très actif depuis la conclusion de cet accord du 31 décembre. Quel lien votre collectif citoyen, je le rappelle encore une fois, le Filimbi, entretient avec cette opposition de partis politiques qui est représentée par le rassemblement? Comment est-ce que vous travaillez ensemble, puisque quelque part vous revendiquez la même chose? Le changement, le départ du président Kabila et un renouveau en République démocratique du Congo. Donc de quelle manière collaborez-vous, si c'est le cas? L'année dernière, nous avons effectivement collaboré avec le Rassemblement ou encore tout autre parti politique qui s'inscrivait dans la démarche de voir une alternance au pouvoir au plus tard le 19 décembre. C'est dans ces cadres que nous avions eu à mener des actions ensemble avec les jeunesses de ces partis politiques, le Rassemblement, le MLC et les autres. Mais maintenant là, nous ne sommes pas encore en train de travailler ensemble parce que voilà, il y a le Rassemblement qui est dans
des négociations interminables avec la majorité et nous nous fixons d'autres objectifs en 2017. Mais vous ne souhaitez pas être associé justement à ces négociations ? Non, non, pas du tout. Nous avons souhaité, effectivement, nous avions été conviés à prendre part au dialogue, celui de Kantchach et les négociations de la Cinco, mais nous avions voulu, en tant que mouvement citoyen, en tant que sentinelle, mener notre lutte, mener notre combat en dehors de ces négociations, parce que vous avez les résultats. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la distraction 2 mois d'Iran depuis la signature de cet accord de la Saint-Sylvestre. Il n'y a rien. Il n'y a que des discussions sur de faux postes, sur des fonctions que certains devront occuper et les autres. Pendant tous ces temps, il n'y a pas un processus électoral qui est mis en marche. On ne parle pas de l'alternance, rien n'est dit. Ce sont des hommes politiques qui se chamaillent, soi-disant pour leur ventre. Alors... Et ça ne nous permet pas du tout, en tant que citoyens, d'être là. Sinon, nous ne saurons pas faire notre travail. Mais alors, pourquoi ne pas saisir une occasion ? J'entends par là, il y a un des points de blocage, en tout cas l'application de cet accord, qui consiste en le choix du futur Premier ministre, puisque le président Kabila s'était porté volontaire pour faire un choix parmi des candidats désignés par le Rassemblement. Visiblement, aucun candidat n'a pu être présenté pour l'heure. Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même proposer quelqu'un ? Cette situation, pour nous, elle n'est pas une surprise du tout. C'est un plan stratégique bien conçu par M. Kabila et son entourage. Premièrement, diviser l'opposition, d'abord désamorcer la date du 19 décembre, diviser l'opposition, anéantir, si pas affaiblir la capacité mobilisatrice de cette opposition et des mouvements des jeunes, finalement mettre en place une situation chaotique au niveau de sécurité dans tout le coin du pays et par après vouloir imposer un référendum qui pourra soit le maintenir au pouvoir ou soit lui faire passer encore tous ces temps. Donc c'est une stratégie, c'est le manque total de volonté du chef de l'État. Donc à ce stade, notre implication en tant que mouvement citoyen pour proposer un nom ou proposer un Premier ministre n'arrangerait pas la situation parce qu'il y a un manque total manque de volonté politique de M. Kabila et deuxièmement une stratégie pour se maintenir au pouvoir. Donc pour nous, la seule manière, le moyen le plus adéquat pour nous de parvenir à une solution, c'est de sensibiliser le peuple pour un processus électoral, c'est d'éveiller la conscience du peuple. Ce sera le mot de la fin. Pour que le peuple se prenne en charge, afin que nous ayons définitivement une alternance démocratique à la fin de cette année. Merci à vous, Carbone Béni. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'une des figures du mouvement Filimbi. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal. D'ici là, vous restez sur France 24. Paris Direct continue.